Alors bien, merci Monsieur Blondet d'avoir inauguré cette première journée, cette journée de travail que nous allons organiser, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue en tant cette fois que présidente de la CHESI, donc de la Chambre de l'enseignement supérieur inclusive, qui vous accueille aujourd'hui. Et je suis vraiment très très heureuse moi aussi de voir que vous êtes nombreux ici et que le public des participants est varié. Alors, avant de vous expliquer les raisons qui nous ont motivés à faire le choix de notre journée sur la thématique qui va nous préoccuper toute la journée, j'aimerais moi aussi remercier donc toutes les personnes qui, de loin ou de près, se sont manifestées et ont contribué à l'organisation de cette journée, et notamment donc les orateurs qu'on vient de citer, mais aussi, bien sûr, je suis très, très heureuse d'accueillir Monsieur Chovanec, qui est notre invité international. Je voudrais également remercier donc les personnes qui vont venir témoigner, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Et donc vraiment merci aux étudiants qui vont venir témoigner d'une partie de leur intimité, donc vont essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ça se passe pour des étudiants qui souffrent de troubles de santé mentale, les études à l'université. Alors merci aussi à Madame Coton, elle n'est pas là pour le moment, mais donc Madame Coton, c'est la coordinatrice administrative du pôle Louvain, et c'est elle qui est, je dirais, qui a fait magistralement bien l'organisation plutôt logistique et pratique de cette journée pour que vous passiez une agréable journée. Alors pourquoi avoir choisi cette thématique ? Donc il y a 2 ans, nous avions déjà organisé 3 journées d'études sur la thématique de l'inclusion, et qui s'intitulait « Étudier et travailler avec un profil spécifique ». Et ces 3 journées abordaient, je dirais, différents domaines. Donc on a commencé à travailler sur l'inclusion dans l'enseignement secondaire. Ensuite, on a eu une journée où on a travaillé sur l'inclusion à l'université, et ensuite, nous avons envisagé la question de l'insertion socio-professionnelle de ces personnes. Et ce qu'il est ressorti des évaluations de ces 3 journées, c'est que finalement, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouvait, qu'on soit dans l'enseignement secondaire, à l'université ou dans les écoles supérieures ou dans l'insertion socio-professionnelle, ce qui pouvait poser problème et ce qui rendait les acteurs démunis, c'était finalement les personnes avec des troubles de santé mentale. Alors une deuxième raison, c'est qu'on observe de plus en plus des étudiants et des personnes en situation de handicap avec des troubles de santé mentale ou des troubles du spectre de l'autisme. Et cette vérification, en tout cas, se confirme dans les publications de l'Organisation mondiale de la santé, qui prévoit donc une augmentation des personnes avec des troubles de santé mentale jusqu'en 2020 et peut-être même après, et ce même en Belgique. Alors les statistiques que je vais vous présenter confirment aussi cette augmentation. Donc je vous présente ici des statistiques que j'ai pu relever, que j'ai pu obtenir par le service de santé publique fédéral, et qui reprend en fait le nombre de jeunes entre 18 et 30 ans qui ont fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. C'est ce qu'on appelle les résumés psychiatriques minimum. Et ce sont des personnes qui ont un niveau d'études de l'enseignement supérieur et de l'université. Alors je n'ai pas indiqué les chiffres, j'ai les chiffres depuis 2007. Ce qui est important à constater, c'est qu'entre donc 2014 et 2016, puisque j'ai eu mes chiffres jusqu'en 2016, vous voyez qu'il y a une forte augmentation. Alors, ce qui est intéressant aussi à constater dans les chiffres qui m'ont été transmis, c'est que donc ces chiffres représentent un petit peu toutes les raisons pour lesquelles des personnes entre 18 et 30 ans ont fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Et donc, les principales causes de leur séjour, c'est en premier lieu les troubles dépressifs. Ensuite, vous avez les troubles de réadaptation, les troubles d'adaptation, pardon. En troisième lieu, vous avez
avez les troubles psychotiques. Et en 4e et 5e lieu, vous avez les troubles alimentaires et les troubles anxieux. Suivent après ça toute une série d'autres troubles, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que très peu de troubles du spectre de l'autisme ne sont recensés dans ces chiffres. On aura probablement l'occasion de vous expliquer pour quelles raisons ce matin. Alors, au niveau de la CESI, donc la CESI, c'est la Commission de l'enseignement supérieur inclusif qui regroupe 40 institutions, écoles d'enseignement supérieur et universités. Et donc, chaque année, la CESI nous demande à chacune des institutions de faire un rapport qui reprend le nombre d'étudiants à besoins spécifiques qui ont été aidés et qui ont pu bénéficier des aménagements depuis donc, la mise en place du décret de l'enseignement supérieur inclusif en 2014. Et donc, vous voyez que là aussi, on recense une augmentation pour ce qui concerne les troubles de santé mentale. À l'UCL, vous voyez que cette augmentation se vérifie également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les chiffres, puisqu'on parlait d'une représentante de la KUL, et donc merci de m'avoir transmis ces chiffres. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'université de Leuven, on fait une distinction entre les étudiants qui ont des troubles de santé mentale. Vous voyez qu'il y a quand même une augmentation. J'ai pris les chiffres à partir de 2014, mais il faut savoir qu'à la KUL, les aménagements sont déjà prévus depuis très longtemps. Si je me souviens bien, c'est depuis 2001, peut-être, c'est ça ? Enfin, en tout cas, depuis bien plus longtemps que nous. Et vous voyez qu'ils font la distinction entre les étudiants qui ont des troubles de santé mentale et des troubles du spectre de l'autisme. Alors, deux notions, on va vous parler pendant toutes ces journées, on va vous parler de deux notions quand même qui sont importantes. C'est la notion de santé mentale et la notion d'enseignement supérieur inclusif. Alors, je vous ai juste mis une définition de ce que c'était finalement la santé mentale. C'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, nous verrons tout à l'heure ce qui peut faire défaut dans cet équilibre et qui, à un moment donné, amène les troubles de santé mentale. Pour ce qui est de l'enseignement inclusif, donc l'enseignement inclusif est défini dans deux décrets. Donc le décret de l'enseignement supérieur inclusif de 2014, mais qui a été revu et qui a été, on va dire, relooké ici tout récemment, puisqu'il y a une modification du décret qui a été votée par le Parlement de la Communauté française en février 2019. Alors, selon le décret, l'enseignement supérieur inclusif pour des étudiants en situation de handicap, c'est un enseignement qui met en œuvre des dispositifs qui visent à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, psychologiques, sociales, culturelles que les étudiants en situation de handicap peuvent rencontrer lors de l'accès aux études et au cours des études dans le cadre de ces activités d'apprentissage et lors des évaluations qui sont associées. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette définition, c'est que donc le décret prévoit aussi donc pour chaque étudiant à besoin spécifique, on doit élaborer un PAI, le plan d'accompagnement individualisé, que ce plan d'accompagnement individualisé doit répondre donc aux objectifs qui sont visés donc pour pouvoir mettre en place un enseignement inclusif pour ces étudiants. Donc on doit déterminer les aménagements raisonnables qui comprennent toutes les activités d'apprentissage et pas uniquement les évaluations. Bien sûr, ces aménagements doivent respecter les acquis d'apprentissage des programmes des étudiants à besoins spécifiques. Donc les exigences pour les étudiants à besoins spécifiques sont exactement les mêmes que pour ceux qui ne bénéficient pas d'aménagements raisonnables, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas de difficultés particulières. C'est important de le rappeler. Alors tout ça m'amène à une série de questions donc, que nous aimerions en tout cas aborder au cours de cette journée.
Je vous en ai cité 5, mais il y en aura d'autres, parce que probablement que vous aurez, vous aussi, des questions. Comment mettre l'enseignement inclusif en pratique auprès des étudiants qui souffrent d'un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme? Quels sont les éléments qui devraient être pris en compte pour l'octroi des aménagements éventuels durant leurs études? Quelles informations à communiquer, à qui, pourquoi et comment, pour mettre cet enseignement en pratique? Y a-t-il des aménagements à privilégier et à quel moment durant l'année scolaire ou académique? Et quels sont les acteurs impliqués dans ce processus? Quels sont les rôles et leurs responsabilités? Alors vous aurez l'occasion évidemment de répondre aux questions grâce aux exposés, aux témoignages qui auront lieu ce matin. La matinée se terminera par une table ronde et ensuite cet après-midi vous aurez l'occasion de travailler sur les ateliers, dans des ateliers, sur les différentes thématiques des troubles de santé mentale, des troubles du spectre de l'autisme et du secret partagé, c'est-à-dire que donner comme information lorsqu'on est amené à travailler dans le domaine de l'enseignement inclusif. Alors, je vous ai dit que vous aviez la possibilité de poser vos questions. Alors, il y a 2 méthodes qui vous sont proposées. La première, c'est que vous pouvez vous connecter sur le WooClap et vous avez dans vos phares de la manière dont vous pouvez procéder, c'est assez facile. Vous vous connectez aux différentes, vous mettez l'adresse qui sont indiquées pour poser vos questions et les questions que vous pouvez poser au cours des exposés. Vous pouvez les poser en fonction justement des orateurs et de leur spécificité. Donc une première méthode pour ceux qui ont leur smartphone ou on va dire ceux qui ont la possibilité de le faire. Une deuxième possibilité, plus archaïque, mais qui fonctionne aussi. Donc vous avez le système des boîtes aux lettres. Donc là, vous pouvez rédiger vos questions par écrit et venir les déposer dans la boîte aux lettres. Alors nous répondrons à probablement une série de ces questions lors de la table ronde, mais bien sûr, nous aurons l'occasion de les travailler aussi pendant les ateliers. Voilà, je vous remercie de votre écoute et maintenant j'invite Alexia à venir témoigner de son expérience et ensuite vous aurez la possibilité, on va vous présenter un clip vidéo avec le témoignage d'un enseignant. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.